et qu'on se corrige. Donc il y a 3 coupables possibles. Il y a le patient. Lui, c'est un coupable très très probable à la Réunion. Ces délais d'appel de l'infarctus, ils sont plus importants qu'en métropole. Le deuxième coupable, c'est les intermédiaires. La plupart du temps, c'est les urgentistes, le SAMU. Là, il y a beaucoup de travail à faire aussi à la Réunion. Et le troisième coupable potentiel, c'est le cardiologue. Et là, il faut qu'on voit, pour l'instant, on n'a pas encore les données, mais je vous promets qu'on va honnêtement regarder ces données pour voir dans quelle mesure on est éco-coupable de cette situation. Et voilà, il faut que, et nous aujourd'hui et vous demain, fasse que ce délai de prise en charge à la Réunion diminue. Que chaque minute de ST+, c'est vraiment des millions de myosites qui meurent. Et ça se paye cher en intra-hospitalier à 1 an et dans les années qui suivent. Et pareil, c'est vraiment bête, quoi. C'est à cause d'une décision foireuse de quelqu'un qui n'a pas compris à quel point c'était urgent de faire le CG à tel moment, à quel point il fallait faire la dévisualisation, à quel point il fallait appeler directement lui et pas lui, à quel point il fallait mettre telle stratégie ou pas telle autre. Juste sur des trucs d'organisationnel d'un intervenant, et ben le patient, il va passer d'une FEVG normale sans séquelles à soit l'arrêt cardiaque dans le cas du SAMU, soit une séquelle qui va payer sur son espérance de vie. Donc, vous lui enlevez des années de vie. Et puis sur la qualité de vie, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est quand même pas très rigolo, quoi, hein, en termes de capacité physique. Alors, donc là, on a dit que, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais le truc initial, c'était que vous êtes son médecin traitant, et il se pointe chez vous en ambiance au risque cardiovasculaire, douleur typique d'infarctus. Tac. Quels éléments de l'interrogatoire et d'examen clinique d'une douleur angineuse sont importants pour poser le diagnostic d'infarctus du myocarde? Est-ce que vous avez des éléments qui vous viennent? Oui. 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 Ouais, très bien. Donc, un interrogatoire. Donc, finalement, ça reprend le raisonnement un peu du collègue sur la caractéristique de la douleur et le terrain. Et puis après, on peut déjà commencer à regarder les signes associés. Donc, là, lui, il n'est pas trop en contexte à l'effort, etc. Il est vraiment en contexte de depuis 2 heures, quoi. Il se tient la poitrine là depuis 2 heures. Et alors, pourquoi les signes associés, ça va être important? Parce que il y a quelque chose l'examen clinique de l'infarctus est très pauvre, en fait. L'examen clinique seul, il n'y a rien, en fait. L'infarctus, vous n'allez pas faire un diagnostic positif d'infarctus du myocarde à l'examen clinique. Il n'y a aucun élément qui va vous dire, c'est à l'examen clinique pur, sans interrogatoire. Je ne parle pas d'interrogatoire et je ne parle pas de l'ECG. Mais dans l'examen clinique manuel, il n'y a rien qui va gonfler. Par contre, il y a des trucs hyper importants à regarder à l'examen clinique dans une suspicion d'infarctus. C'est est-ce que tu es sûr que ce n'est pas autre chose? Par exemple, j'ai une autre collègue hier on a installé un patient, le SAMU nous a mis un patient pour un infarctus, et avec dyspnée, mais qui n'avait pas de crépitant. Et du coup, ma collègue s'est légitimement posé la question, est-ce que ça vous fait penser à quoi? Il y a un titre qui doit se faire chez vous là. Détresse respiratoire, auscultation pulmonaire normale. Insuffisance quoi? Non, insuffisance cardiaque, ton auscultation, elle ne va pas être normale. Tu auras quoi? Bon, ouais, alors, ouais, mais ça ne va pas donner de dyspnée. L'infarctus cardiaque droit aigu, grave, va te donner un choc cardiogénique, mais la dyspnée ne va pas être le symptôme prédominant. Juste l'auscultation cardiaque, l'auscultation pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque gauche aiguë vous donne quoi? Les crépitants. Ouais, c'est crépiter, il va se noyer dans de l'eau.
Donc l'insuffisance cardiaque gauche, c'est la pompe qui n'arrive plus à faire le job, le sang qui s'accumule, VG, OG, et en amont, c'est le poumon. Et l'eau du sang va passer dans les alvéoles et le patient va se noyer, va s'auto-noyer. Oui, une dyspnée avec auscultation pulmonaire d'une pneumothorax, elle ne va pas être normale. Tu vas avoir, à l'examen clinique, tu vas avoir une baisse du murmure vésiculaire, tu vas avoir un tapadisme qui ne sera pas le même. Il y a un autre truc, un autre truc assez frais. Ouais, bravo. Embolie pulmonaire. Ça va faire tilt chez vous, détresse respi, auscultation pulmonaire normale. Vraiment, il faut que vous sortiez la case d'embolie pulmonaire parce que c'est un assez bon coup. Et c'est vraiment bâtard, l'embolie pulmonaire. Tellement bâtard avec des présentations tellement diverses possibles. Ça peut être la syncope, ça peut être la dyspnée, ça peut être la douleur thoracique, ça peut être l'hémoptysie. Les gens ils ont l'imagination de faire des symptômes qui n'ont rien à voir mais pour une même maladie qui est l'embolie pulmonaire. Et du coup, il faut savoir l'évoquer fréquemment, l'embolie pulmonaire, et puis après savoir l'éliminer fréquemment. Mais si tu la ressors pas fréquemment en possibilité diagnostique, tu vas la rater souvent. Ok, donc l'examen clinique, là, ça va avoir vraiment l'intérêt, puisque si vous n'êtes pas porté sur un plateau de diagnostic d'infarctus, il faut que vous mettiez en situation. Le patient est bien parce que il est mal, soit il est en détresse respiratoire. Et donc, il faut que vous étayiez votre hypothèse. D'emblée, toi, tu as dit infarctus, et clairement, c'était ça qu'il fallait que ça sorte en un. Mais parfois, on se plante. Et bien, parfois, à l'examen clinique, tu vois qu'il... en fait, sa douleur, dès que tu poses un peu ta main dessus, il a mal, mais qu'en fait, il est surtout en détresse respiratoire et auscultation normale, bah, tu sauras recorriger ton diagnostic. Mais voilà. Donc, l'examen clinique est vraiment important pour vérifier que ce n'est pas autre chose et que l'examen clinique est normal, en fait. Et parce que dans l'infarctus non compliqué, l'examen clinique est normal. Et vérifier qu'il n'y a pas de complications. Complications de l'infarctus, notamment OAP, le démêlé du poumon dont on vient de parler. Donc, insuffisance ventriculaire gauche aiguë, parce que la coronaire, par exemple, c'était l'interventriculaire, ça concerne un énorme territoire myocardique. Vous la coupez, donc le myocarde, il n'arrive plus à contracter, donc il se met en OAP, il se noie dans ses poumons. Soit un souffle cardiaque. Pourquoi ce matin à 8 h, il n'avait pas de souffle, il tape l'infarctus, à midi, il a un souffle. Ouais. Ouais. Une des deux qu'il faut aller sortir, c'est la rupture de pilier. Non, l'insuffisance cardiaque seule te donne pas de souffle. La rupture du pilier va te donner un souffle, pas sur l'insuffisance cardiaque, mais sur le fait que ça te fait quoi? Ouais, une insuffisance mitrale. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est quoi une rupture de pilier? C'est quoi le pilier? Et pourquoi il se rompt? Oui, tout à fait. Et pourquoi le pilier peut se rompre dans l'infarctus? C'est quoi le rapport? Oui. Ouais, tout à fait. Le pilier, c'est une extension musculaire. Et donc la mitrale, c'est comme une voile de bateau et qui doit faire l'étanchéité entre le VG et l'OG. Donc le VG, c'est une cavité à vraiment forte pression en systole qui envoie tout dans la horte. Et donc la mitrale est là pour boucher le chemin vers l'OG qui est à très faible pression. Et donc vraiment la mitrale, elle a un rôle de tension qui est énorme. Et pourtant, c'est juste un feuillet très fin. Et donc, pour lui permettre de faire son job de rétention, elle a des cordages qui la retiennent comme une voile de bateau, des cordages qui sont non musculaires, qui sont vraiment des fils fibreux fins et solides. Et ces multiples cordages, ils se connectent à un pilier. En fait, il y a deux piliers, et chaque pilier donne chacun un jeu de cordages. Donc, les feuillets, les cordages, et qui se raccordent à deux piliers différents. Et les piliers, eux, sont une extension de la paroi musculaire myocardique. Et si elle est atteinte par une ischémie aiguë forte, elle peut nécroser et se rompre.
Et donc là, mais une rupture de pilier, c'est la cata, parce que c'est pas un cordage qui pète. Déjà, quand il y a un cordage qui pète, ça peut finir en traitement percutané ou en chirurgie. Mais là, c'est pas un cordage qui pète, c'est un pilier. Donc c'est tout un des deux jeux de cordage de la mitrale qui pète. Donc c'est cataclysmique. C'est une rupture de pilier mitral, c'est cataclysmique. Le tableau, il est brutalissime. Le tableau clinique, il est catastrophique. Le patient, il est intubé en choc cardiogénique. C'est une chirurgie cardiaque en urgence. Ok. Et ça, c'est un truc. Il y a une autre complication de l'infarctus qui peut donner un souffle. Ouais. Ouais, bravo. Par exactement le même mécanisme. Cette fois, en fait, chaque bout de myocarde, le concept, c'est le même. C'est que le bout de myocarde nécrosé en aigu, il peut tellement se nécroser, se dilacérer qu'il se rompt. Et après, ben, on n'a qu'à regarder en fonction de quel bout de myocarde pète, qu'est-ce que ça va donner. Et si c'est un pilier, ben, ça va donner une insuffisance mitrale cataclysmique. Si c'est un bout de myocarde dans le septum interventriculaire, ben, ça va faire un trou entre les deux ventricules. Et donc, ça va passer du VG, très forte pression, au VD, à faible pression. Et donc, il y a une différence de pression. Et donc, quand ça passe, ça souffle. Et si ça va sur un autre endroit de la paroi myocardique, et ben, ça va aller directement dans le péricarde. Et ça, souvent, c'est des patients qu'on ne voit pas, car ils sont morts. Parce que les ruptures myocardiques dans le péricarde, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont encore vivants pour en témoigner. C'est plus que cataclysmique. Si on n'est pas au bloc quand ça arrive, il n'y a pas beaucoup de chances de récupération. Voilà, le souffle, c'est... donc, passez pas à côté. Une petite histoire pour vous aider à ne pas passer à côté. Histoire qui est vraie. Hein. Autant le nom de ce patient, là, Jean Palier de douleur, je vous confesse, je l'ai inventé. Mais l'histoire que je vous raconte, elles sont vraies. Il y a un patient, c'était il y a un an, un patient qui m'a adressé pour infarctus du sud et qui est en choc cardiogénique. Et il a eu une écho par un cardiologue au sud qui me dit, je comprends pas, j'ai fait l'écho écho normal. Et voilà. On ne comprend pas trop pourquoi il fait l'infarctus en choc cardiogénique et une écho normale, on ne comprend pas bien. Il dit, il y a un bon VG, il contracte bien. Donc le SAMU nous l'amène, on est en salle de cours direct. Et c'est quand même très embêtant de ne pas comprendre pourquoi il est en choc cardiogénique. Et je lui pose un stéthoscope sur le thorax, le truc révolutionnaire. Et ça souffle à mort. Et du coup, je sais qu'il y a un truc grave qui est en train de se passer, qui explique très probablement ce choc cardiogénique. Et du coup, je lui refais l'écho. Et je fais les coupes classiques, comme a fait mon collègue. Okay. Et il n'y a rien, je suis d'accord avec lui, il n'y a rien sur les coupes classiques. Mais vu que je savais qu'il y avait un souffle, j'ai fait des coupes pas du tout classiques pour rechercher, parce que tu dis, c'est pas possible, il y a forcément un truc. Donc tu fais des coupes pas du tout classiques. Et là, j'ai trouvé une CIV ischémique. Et du coup, ça a complètement changé la prise en charge, parce qu'au lieu d'arriver comme un bourrin, de faire une coro et de dilater sa coronaire droite, j'ai juste fait la coro, enfin, j'ai appelé l'équipe de chirurgie pour qu'ils se mettent en place à côté, pendant que je faisais la coro, et j'ai surtout pas posé de stent. J'ai juste fait la coro pour qu'ils aient un bilan global, une cartographie globale des coronaires, et après, on a envoyé direct en chirurgie pour les pontages qu'il y avait à faire. Ils savaient quel pontage il fallait faire, et pour qu'ils réparent la CIV. Mais voilà, donc l'examen clinique, vraiment, c'est pas has-been. Et ce que m'avait dit quand j'étais étudiant en médecine, ce que m'avait dit un interne de cardiologie de Lyon, à savoir, bon, le stéto, ça ne sert plus à rien, maintenant on a l'écho. Ce genre d'histoire prouve que non. Le stéto, c'est la vie. Bon, et le ECG, évidemment. Alors, quelqu'un qui n'a pas beaucoup participé, mademoiselle, est-ce que vous seriez d'accord de me dire ce que vous voyez sur ce ECG, soit de façon structurée, soit en vrai, comme vous savez faire?
Oui. Oui. Est-ce que vous avez une façon de raisonner un cadre ou alors pas encore? Ou, non, pas encore. Ah, bah, donc, sans cadre, allez-y. Donc, là, vous m'avez dit que vous voyez bien la séquence PQRS. Donc là, ça, c'est important à bien vérifier. Quelles, vous voyez d'autres, quelles deux infos vous en tirez de ce sujet? Attends, tu es allé trop vite là, il faut laisser gagner la colline. La collègue et les collègues, puisque je pense que c'est pas facile d'apprendre des début. Pour faire tourner la parole, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se lancerait? Oui, monsieur. Monsieur. Ouais. De quoi? Oui. Sinusal, oui. C'est très bien d'avoir commencé par ça et de ne pas s'être jeté sur ce qui saute aux yeux. Donc la collègue de tout à l'heure et toi, vous allez être partis sur le rythme. Et dans le cadre initial, je ne sais pas si vous connaissez Frachi, Fracni, voilà. Prenez un moyen mnémotechnique qui vous convient, mais nous, on n'est pas assez intelligent pour ne pas être systématique, je vous le dis. Et nous aussi, par exemple, notre formule consacrée des cardiologues de routine, un ECG normal, c'est rythme sinusal régulier, sans trouble de conduction ni de repolarisation. Ça, c'est le. Mais le Frachi, là, que vous apprenez parfois, ça vous donne ça, en fait. Donc, trouvez le cadre qui vous convient, mais pour le ECG en particulier, et comme plein d'autres choses en médecine et dans la vie, il faut être vraiment systématique. Et c'est vachement important parce que si tu partais directement sur ce qui saute aux yeux là, et qu'on va voir plus tard, tu peux oublier le truc initial de ton cadre, qui est la fréquence et le rythme, et du coup, rater des complications d'infarctus. Et alors, parce que l'infarctus peut donner des complications du rythme. Du coup, là je vous le fais. Il y a un rythme sinusal régulier, je suis bien d'accord, sans trouble de conduction. On ne pas avoir peur de commencer vos descriptions avec ce qui est normal, parce que c'est au contraire un signe que vous êtes systématique. Donc il n'y a pas de trouble de conduction. De fait, vous voyez qu'entre l'onde P et le QRS, il n'y a pas d'élargissement. Vous voyez que ces délais sont réguliers, identiques, inchangés. Espace PR. Et par contre, dans la repolarisation, là, on voit qu'il y a des petits problèmes. Qui veut se lancer dans la repolarisation? Oui, mademoiselle qui a presque donné. Attends. Mademoiselle qui est derrière. Mademoiselle, est-ce que vous voulez bien répondre sur la repolarisation? Vous? Oui, mademoiselle. Derrière la dame en vert. Ouais. Pardon? Vous n'avez pas du tout quoi? Vous n'avez pas du tout revu quoi?